Alors, bienvenue à Star Wars en direct express pour cette édition un peu spéciale parce que Sébastien, notre ami, est en direct du Japon. Salut Seb! Bonjour! Avec toute sa marchandise, il se fait du fun. Là. Tiens, Et Danny, voilà. un beau petit souvenir pour toi là, qui s'en vient. Excellent, excellent. J'ai hâte j'ai hâte de ton retour. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la célébration en tant que telle. On parle la scène du documentaire de Joe Johnston, Light and Magic. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une saison 1 l'an dernier, et puis en 2024. Et puis ça parcourait les débuts des effets spéciaux avec la trilogie originale, comment ils ont créé les effets pratiques, introduire des ordinateurs dans la façon de filmer et contrôler les caméras, etc. On avait fait les trois films Star Wars et on avait poursuivi jusque Jurassic Park, qui était une des balises très importantes pour ILM, Industrial Light and Magic. Et maintenant, dans la saison 2, on poursuit encore sous Joe Johnston. Nous, on a eu la chance... Ben oui. Pardon? De ce moment-là. Exactement. Dans notre cas, on a pu voir les 3 premiers épisodes. Donc, on va donner notre critique par rapport aux 3 premiers épisodes. Donc, on continue l'évolution, immédiatement après Jurassic Park, on continue à voir l'évolution du CGI. Évidemment, on parle beaucoup de l'épisode 1, autant avec les designs, avec... voyons, j'ai perdu son nom. Doug Chiang, exactement. Et puis, on évolue avec les premiers personnages. C'est vraiment focusé le premier épisode sur les personnages en animation. Parce que ILM, avec Jar Jar, a été le premier personnage qui était capable d'avoir beaucoup d'émotions dans le visage, etc. Donc, il montrait les premiers tests avec le fantôme Casper, le film Casper, puis aussi avec le film Dragon Heart, le dragon dont la voix était prêtée par Sean Connery. Donc, les premiers tests avec... Ils sont allés chercher des mouvements buccaux là, de la part de Sean Connery, justement pour rajouter à Dragon Heart. Exactement, donc, exactement. Et puis, ensuite, ils ont montré qu'à ce moment-là, George a annoncé que, OK, nos tests sont concluants, on peut commencer la prélogie avec... il croyait en fait que la technologie était assez bonne pour avancer. Donc, on parle de l'audition de Ahmed Best, comment ils ont commencé à faire des tests avec lui, en costume et avec juste la tête en motion capture. Et puis, ils ont fait des tests et puis éventuellement, ils ont fait du full motion capture. Ils ont inventé le motion capture. Et puis, l'épisode 1 va jusqu'à à la sortie de l'épisode 1 au cinéma. Donc, le premier épisode qui s'appelle Are We Ready for This? Donc, est-ce qu'on est prêt à ça? C'était vraiment le moment pour les gens de ILM. On est-tu prêt à faire du numérique là, ou faire de la capture d'écran comme ça? Ça dure 59 minutes le premier épisode. Et ensuite, on saute au deuxième épisode qui est There Must Be a Better Way. Donc, il doit avoir une meilleure façon qui dure 1h03. Quand même, c'est des bonnes durées comme épisode de documentaire. Maintenant, on tombe avec le négatif sur Jar Jar après la sortie au cinéma. Et toutes les choses... Les répercussions des critiques. Exactement. Puis pas juste des critiques professionnelles, les critiques aussi au niveau du fandom. Là. Exactement. Puis l'impact que ces mots-là, le pouvoir des mots sur les acteurs, principalement dans le cas présent, Ahmed Best, là, qui partage quand même un moment très touchant de sa vie, très pivotal. Ouais, très important. Oui, on savait qu'il avait tenté de se suicider, mais là, il décrit en détail. Moi, sincèrement... Moi, je ne savais pas que c'était comme ça que c'était arrivé. Ouais, ben ça, moi, je savais qu'il y avait eu des pensées suicidaires. Ouais, c'est ça. Mais je ne savais pas que c'était au point où est-ce qu'il était là. Mourir. Là. Donc, c'est le côté un peu plus triste et avertissement. D'ailleurs, il y a un avertissement au début de l'épisode qui a des discussions là-dessus. Et aussi, après ça, on s'en va au design de la Pod Race, qui était aussi un gros développement sur comment
faire des mouvements fluides pour les réacteurs, etc., qui flottent dans les airs puis qui sont connectés ensemble comme si c'était élastique. Donc, il explique comment ils ont développé ça. Et ensuite, ils ont développé toutes les explosions aussi. Pour que ça soit que ça ait l'air vrai, puis que ça soit pas juste un paquet de cossins qui bougent trop vite. D'ailleurs, je crois que c'est dans cet épisode-là que Steven Spielberg fait quand même un bon discours sur les effets spéciaux numériques, puis qui explique à quel point c'est important que ça soit bien fait, puis que ça soit pas juste un gros ramassis de choses qui se mélangent, qui font que tu perds complètement qu'est-ce qui se passe à l'écran. Et on quitte Star Wars épisode 1 pendant quelques minutes pour parler de l'évolution des systèmes de particules. Donc, ils montrent comment ils ont fait les premiers systèmes de particules avec le film Twister, donc la tornade. Là. Donc, comment avoir des effets de particules. Et ensuite, encore plus compliqué, faire les effets des simulations de fluide avec de l'eau, avec le film Perfect Storm, la parfaite tempête en français, j'imagine. Tempête parfaite. Avec le mur puis le bateau qui essaie de monter. Comment c'était long comment dire, pour renderer une seconde de film. C'était ridicule. Ça fait une minute, c'est comme 4 à 6 mois pour faire une minute de rendering. Là. En tout cas. Puis on continue, après ça, on saute à l'attaque des clones, donc attaque de clones, où c'est que là, George Lucas il dit on est rendu là, maintenant on fait tout en numérique. On fait l'édition en numérique, on fait on a travaillé avec des producteurs, ben pas des producteurs, mais des manufactures avec Sony pour créer des caméras qui sont numériques. Et puis aussi, maintenant, on va projeter les films en numérique. Donc, ça montre l'évolution du épisode 1, il a été encore filmé sur des films qui étaient transférés en numérique, puis il faisait l'édition en numérique. L'édition non linéaire qu'ils appellent. Maintenant, on est rendu à 100% numérique. Et c'est là que tu dis avec Spielberg, je pense que c'est, OK, maintenant on est rendu là, il faut le vendre. Puis là, il faisait comme des présentations pour montrer comment ça marche, puis comment que tu peux sauver de l'argent en fonctionnant comme ça, que c'est faisable, faire des films à gros budget, tout en numérique. Et c'est drôle de voir dans la montée de Jar Jar pour l'épisode 1, là, tout le travail qui a été accompli par l'équipe de ILM pour prendre le choix entre est-ce qu'on fait juste la tête de Jar Jar Binks en numérique ou est-ce qu'on fait tout le corps de Jar Jar Binks. Puis c'est là qu'on remarque à quel point vraiment Ahmed Best a été l'un des pionniers dans le mocap avant même Andy Serkis au niveau de faire vivre un personnage à travers lui. Parce que c'est tous les mouvements du corps de Jar Jar, c'est Ahmed Best. Puis après ça, tout le reste, toutes les expressions faciales aussi, ça vient de lui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un petit moment où est-ce qu'il parle d'un test là, qui a été montré à George pour lui prouver à quel point ça coûtait moins cher de le faire tout en numérique que de le faire juste la tête en numérique parce que essayer de superposer de la tête. De faire matcher aux épaules. Aux épaules avec les éclairages puis tout, c'est compliqué. Puis il y a une controverse. Il y a une controverse par rapport à ces tests-là, puis il y en a qui croient que ça a peut-être été comme trafiqué. Les dés étaient pipés, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais j'ai rencontré nul autre que John Knoll un petit peu plus tôt ce soir, et je peux vous dire que je lui ai demandé la question, et sa réponse était sincère. Non, le test n'était pas truqué. Donc, le test, en fait, c'est qu'il y en a qui pensaient que il avait utilisé un animateur avec expérience pour faire celui avec le cou, avec la tête seulement. Non, pour faire le corps au complet. Le corps complet versus quelqu'un qui n'avait pas d'expérience pour juste faire l'assemblage tête au corps de Ahmed. Fait qu'il disait, ben là, c'est pas juste parce que si tu mettais le meilleur animateur sur juste l'attachement de la tête aux épaules, est-ce que ça aurait été moins cher? Fait que c'était ça la controverse un peu. En fait, c'était l'épisode 2, on saute à l'épisode 3 qui s'appelle There is no going back. Donc on ne retourne plus en arrière, qui dure 54 minutes. Là, on saute à d'autres films. On parle un peu, oui, de l'épisode 3, Revenge of the Sith, la revanche des Sith, mais on commence avec les Pirates des Caraïbes. Donc, comment ils ont développé l'effet quand les pirates sont dans la lumière de la Lune puis qu'ils deviennent des squelettes. Donc, on parle un peu de ça. Puis aussi, avec la revanche des Sith,
ils ont évolué maintenant à avoir des doubles numériques. Donc, au lieu d'avoir un vrai acteur, c'est un double pour les cascades ou les flips dans les airs. Par exemple, quand Obi-Wan saute dans les airs ou des choses comme ça, que c'est bien sûr pas des vrais personnages. Et aussi au remplacement de tête, de visage. Donc, il donne l'exemple du combat de Palpatine dans son bureau contre Mace Windu, etc., qui ont remplacé la tête et le visage de Ian McDiarmid parce que vraiment, il n'y avait pas l'énergie pour faire ça, vraiment. Donc, aussi, moi, je serais pas capable de faire ça, là, des pirouettes comme ça. Puis il montre quand même aussi que il voulait faire Mustafar 100% numérique, mais que finalement, ils ont été de façon pratique, puis ça a donné des super bons effets avec une maquette de 40 pieds par 30 pieds, donc en 10 mètres par 12 mètres par 10 mètres environ en métrique de grandeur de maquette qui est quand même immense pour faire la surface avec la lave, etc. Pour aller chercher justement la liquéfaction correcte, ils voulaient quelque chose de vraiment particulier. Fait que c'est là qu'ils ont utilisé le système rétroéclairé qu'on a déjà vu dans les making-of. Puis le dessus de la lave, c'est du liège brûlé, là. Le noir là, sur le dessus, qui est en fait la pierre refroidie. Là. Ouais, donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une ouverture de la part des gens qui font maintenant le développement numérique chez ILM pour encore des modèles comme ça. Mais il y en a beaucoup qui se sont fait enlever la béquille des modèles réduits, qui ont grandi avec ça, puis ils ont dit va dans le numérique parce que c'est ça le futur, puis il faut qu'on arrête de faire des modèles. Mais c'est le fun de voir qu'il y a quand même justement le retour là-dessus. Et dans l'épisode 3, malheureusement aussi, ils montrent comment que plusieurs personnes ont perdu leur travail parce que il allait du côté numérique et ceux qui faisaient des maquettes n'avaient besoin de moins en moins. Et là, on commence aussi à parler des compétiteurs de ILM parce que ILM était vraiment tout seul au début. Puis il commence à parler des gros compétiteurs. Puis le plus gros qui est à ce moment-là, c'était Weta Workshop, là, Weta FX. Parce qu'il parle de Gollum aussi avec l'effet sous la peau, un peu qui fait comme un reflet plus naturel de la peau. Ouais, c'est ça. Et puis on continue avec Pirates des Caraïbes, avec Davy Jones, etc. Donc tous les effets, les tentacules, le fait que c'est vraiment de plus en plus réel, comment que ça peut sortir. On continue aussi avec War of the World. On voit un peu l'évolution aussi. On voit que ILM... Oui? Faut que je le dise, là. Pour les gens qui ont vu la Guerre des Mondes, la version Tom Cruise, puis qui se sont toujours posé la question, comment est-ce qu'ils ont tourné cette scène-là? Ben, vous avez l'explication de comment ils ont tourné cette scène-là. Élément par élément. Cette question-là, écoutez, c'est parce que vous ne pensez pas comme nous autres, des cinéphiles un petit peu trop érudits, mais c'est pas grave. Pour les gens qui aiment découvrir comment les films sont faits et comment la magie, ce moment-là de l'épisode, là, j'ai trouvé ça merveilleux qu'ils partagent ça. Puis on voit aussi au moment que ILM avait dit non à Avatar, puis c'est Weta qui l'a eu, donc c'est devenu très très gros avec ça. C'était déjà gros avec Lord of the Rings, mais avec Avatar, ça l'a explosé aussi. Fait que, puis ils ont montré aussi leur premier film complet en animation, qui était Rango, que j'ai jamais vu d'ailleurs, le film Rango. Ça a l'air super bien fait. Puis comment ils utilisaient un mélange de vrai acting avec les acteurs sur place qui faisaient comme du théâtre versus des gens qui font juste des voix chacun de leur côté, puis qui font juste montrer les voix. Donc il y avait des côtés intéressants. Et l'épisode se termine avec la fermeture officielle en 2023 du premier bureau de ILM sur la rue Kerner en Californie. Et puis là, c'est les speeches, etc. Avec tous ceux qui travaillaient là au début d'ILM. C'est un peu triste un peu de voir tout ce côté-là qui ferme. J'imagine que l'épisode, on n'a pas le nombre exact, j'imagine l'épisode 4, 5, 6 va vraiment montrer les effets spéciaux qu'on a jusqu'à maintenant avec le volume, etc. Ça risque d'aller beaucoup plus loin avec le remplacement de visage, avec l'intelligence artificielle, puis toute l'animation en temps réel. Donc, ça risque d'être intéressant. Les personnes et tout ça. Exactement. Moi, personnellement, j'adore, pas juste parce que c'est Star Wars. Le côté Star Wars, j'ai déjà vu beaucoup de ces
ces clips-là, autant dans la saison 1 que dans celui-ci. Tu sais, c'est des choses que si tu as les DVD, les Blu-ray ou whatever, c'est dans les making-of ou dans les vieilles cassettes, mais, you know. Fait que c'est des affaires qu'on a, en majorité, qu'on a déjà vu, mais il y a beaucoup de petits détails, des behind the scenes qu'on n'a jamais vus, qui sont quand même intéressants. Mais si vous aimez le cinéma en général, vous allez adorer ça. Écoute, voir l'arrière-scène, comment ces choses-là sont faites, comment que, encore John Knoll, dans l'épisode 3, il a dû... il avait déjà travaillé sur la simulation de fluide, mais là, il fait qu'il trouve une autre façon encore plus compliquée, où c'est que l'eau devenait de la boue, devenait de la mousse, puis après ça devenait du spray, donc des gouttelettes, de la bruine. Fait qu'il fallait qu'il trouve une façon de faire les trois, qu'un aille vers l'autre. Donc, il montrait comment c'était compliqué, puis comment il développait des technologies, beaucoup, pour faire avancer la technologie. En fait, c'est ça, ILM, c'est le point de lance de la technologie et des effets spéciaux. C'est les pionniers sur énormément de choses. Puis c'est le fun de voir justement George Lucas qui pousse les gens chez ILM à découvrir des nouvelles choses, à innover, puis à continuer de rester sur le dessus là, des nouvelles technologies avec leurs idées puis leur imagination. Puis c'est comme comment ils leur donnent des problèmes à résoudre, puis ces résolutions de problèmes-là ouvrent de nouvelles portes. Puis c'est vraiment merveilleux. Puis ce qui est vraiment super intéressant de juste ces 3 premiers épisodes-là, c'est de découvrir à quel point il y a d'autres gens qu'on connaît qui ont travaillé aussi pour Lucasfilm. On savait tous qu'Adam Savage avait travaillé. D'ailleurs, j'ai trouvé... On l'a vu un petit peu, hein? Ben, c'est ça, on le voit travailler sur Tipoca City, mais non plus qu'un frame. Okay. Puis on voit aussi l'étagère de petits produits de Greeblies qu'il a acheté de ILM pour mettre dans sa cave qui est présentement sur Tested. Fait qu'il a raconté un peu l'histoire, mais là, c'est drôle de le voir dans cette vidéo-là. J'ai comme fait, c'est un beau clin d'œil, ça, Joe Johnston. Exactement. Et puis, la personne que j'avais aucune idée que cet acteur-là, ben, c'est un acteur maintenant plus connu, mais avant d'être un acteur, ben, c'est Maki Osa. On se souviendra de lui dans Heroes. Il jouait Hiro Nakamura, un de nos personnages préférés de cette série-là. Et il a travaillé pour ILM, puis justement, il a travaillé sur les fluides, les particules, puis toutes ces choses-là. C'est le fun de découvrir là, justement l'arrière-scène via le point de vue de ces gens-là. Donc, 3 premiers épisodes qui donnent encore une fois encore plus envie d'en apprendre là, sur tout ce qui se passe. Et ça va être disponible. Je ne sais pas si le moment qu'on va publier ça va être disponible sur Disney+. Possiblement. Donc, parce que ça sort pendant la célébration sur Disney+. Vrai. Donc, allez sur Disney+. Allez écouter ça immédiatement. Bien sûr, on a nos beaux petits t-shirts de la célébration. Et si vous allez à QC aussi, profitez-en pour les commander d'avance. Et puis Sébastien risque d'avoir des petits macarons aussi à vous présenter. Et d'ailleurs, on va avoir une couverture assez importante du Japon. On va avoir des directs à tous les jours à partir de vendredi. Donc, suivez ça. Et assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que on va mettre des choses particulières, surtout sur Instagram et Facebook, en plus de qu'est-ce qu'il y a sur YouTube. Donc, assurez-vous d'être abonné à ça. Et bien entendu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, la petite cloche, le petit pouce. Sébastien, la petite cloche. Donc, au Japon! Et voilà, il l'a traîné au Japon. Et voilà. Donc, allez écouter ça. Puis, on se revoit. Et voilà les petits macarons aussi. Donc, ceux qui vont à Génération Star Wars des science-fiction, surveillez l'équipe. Ils vont en avoir avec eux. Donc, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.